Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu ne réussiras jamais en trading. Si ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans que tu es là-dedans et que tu n'as pas les résultats que tu veux, que tu n'es pas encore rentable, alors écoute-moi. Les problèmes, c'est pas toi. Les problèmes, c'est comment on t'a appris à trader. Dans cette vidéo, je vais te parler de la méthode ASTG, une méthode inspirée du trading institutionnel. La méthode ASTG n'est pas une énième technique miracle, c'est une méthode axée sur ce qui est le plus important dans ce métier, les développements de compétences. Alors la méthode ASTG, c'est juste analyse, stratégie, trade et gestion. Alors reste jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui peut te faire économiser des ans dans ta phase d'apprentissage. Alors t'es prêt? C'est parti. En fait, la méthode ASTG n'est pas mon invention. La méthode ASTG, je l'ai appris chez Dame Trading. Ok, la méthode ASTG, c'est une invention de Pascal Talarida de Dame Trading. Donc, c'est pas mon invention à moi. Je l'ai moi aussi appris. C'est une méthode, une façon de voir les choses tellement puissant que si tout le monde se mettait à l'appliquer, les pourcentages de traders perdants seraient drastiquement réduits. Bien sûr, c'est une technique, c'est une méthode axée sur le développement de compétences. Pas des informations que vous allez avoir et directement, hop, vous devenez profitable. Non, c'est le développement de compétences. Alors, la méthode ASTG, c'est, je vais vous présenter donc la méthode ASTG par ces petits modèles d'anneaux. Donc chaque part de cet anneau va représenter la proportion des compétences que vous allez développer. En fait, dans la plupart des salles de marché, chez les traders professionnels, le trading est effectué en équipe de 4. Donc nous, quand on est trader particulier, trader privé, on est donc obligé de développer les 4 compétences de ces traders. Nous devons devenir nous-mêmes notre propre analyste, notre propre stratège et notre propre risk manager. Chez les pros, et ils sont bien entourés. Ils sont entourés d'analystes, ils sont entourés des stratèges et des gestionnaires de risques. Mais nous, en tant que trader particulier, trader privé, on doit endosser ces différentes casquettes. La première compétence que vous devez développer, ça va être celui de l'analyste. Il va représenter 12,5% de la compétence globale à développer. On voit la plupart des personnes en ligne qui vous disent question, il faut apprendre l'analyse fondamentale pour devenir profitable. Ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une part du puzzle. Mais le puzzle complet n'est pas encore là. Et ça représente une infime partie. On voit la plupart de personnes qui font de guerre entre, donc on a un team analyse technique, team analyse fondamentale, etc. Les gens se battent pour rien. Alors que juste la compétence de l'analyste, elle ne représente que 12,5% des compétences globales. Tu peux devenir un bon analyste, mais tu ne gagneras pas parce que ça représente 12% de la compétence globale que tu dois développer. Alors, que fait un analyste? Un analyste va faire 4 choses. Premièrement, il va trouver un biais directionnel parce qu'il faut savoir dans quelle direction j'ai beaucoup plus de probabilités de gagner de l'argent ou quelle est la prochaine direction de marché. Alors, pour être capable de faire ça, soit tu peux être basé sur l'analyse fondamentale ou bien sur l'analyse technique. Et là, je ne peux pas vous rappeler ça. Deuxièmement, l'analyste va étudier l'état du marché. Quel est l'état du marché actuel? Chaque jour, l'état du marché ne sera pas la même. Il y aura des journées, des bank holiday où il y aura moins de volatilité et moins de volume d'ailleurs. Il y aura des journées fériées où il y aura moins de volatilité et moins de volume. Donc étudier l'état de marché, c'est très important. Est-ce que les marchés sont nerveux? Est-ce que les marchés sont beaucoup plus calmes? Est-ce que les marchés sont dans des journées fériées? C'est très important en tant qu'analyste. L'autre chose, c'est qu'un analyste va donc élaborer un scénario. Le scénario que j'appelle moi personnellement le scénario AB. Okay, j'ai mon biais directionnel, je vais acheter le marché, mais jusqu'où ça va aller? Et ça, c'est le travail d'un analyste. Il va par exemple décider des niveaux sur des unités de temps supérieures, etc. Et là, on a plein de personnes, plein de façons de faire, plein de techniques différentes. Donc ça, c'est les principes derrière. Parce que comprendre les principes derrière le fonctionnement d'un trading profitable, des méthodes, il y en a plusieurs. Mais quand vous comprenez les principes, vous développez la sagesse du trader et vous pouvez créer de multiples méthodes. Vous pouvez être capable de comprendre n'importe quelle méthode ou n'importe quelle technique. Et quatrièmement, l'analyste va donc analyser les marchés d'un net. Un analyste doit mettre de côté une seule chose, être biaisé. Par exemple, les biais de rémanence, par exemple. Si on a par exemple 2 investissements sur les S&P 500, à court terme, en day trading, la plupart des personnes vont avoir du mal à shorter les S&P 500 parce qu'ils ont des investissements à côté, vous voyez. Donc, être bon analyste, c'est analyser les marchés d'un et net. Avoir 2 scénarios toujours possibles. Avoir un scénario haussier, un scénario baissier. Si les scénarios haussiers se manifestent, alors oui, on peut entrer à l'achat. Si les scénarios baissiers se manifestent, et en prenant en compte toujours que le scénario baissier aussi peut se manifester. Donc, un analyste, ne doit pas être unidirectionnel comme un trader. Il doit avoir un œil net. Il va donc étudier le marché et élaborer 2 scénarios possibles. Un scénario haussier, un scénario baissier. Alors, ça, c'est la première compétence que vous devez développer pour être un bon trader. Donc, être un bon analyste. Et pour arriver à être un bon analyste, il faut apprendre une technique d'analyse, par exemple. Une technique d'analyse technique. Apprendre, par exemple, les vagues d'Elliott. Apprendre ICT. Apprendre une technique d'analyse. Si tu l'as pas encore appris, si tu n'es pas capable de trouver un biais directionnel sur le marché, d'étudier l'état du marché, d'élaborer un scénario et d'analyser les marchés d'un net, alors développe cette compétence.
Tu n'as pas besoin d'une énième technique, tu as besoin de développer une compétence qui te permettra, donc une première compétence qui va te permettre de trouver un biais directionnel, d'étudier l'état du marché, d'élaborer un scénario et d'analyser les marchés des nains et naîtres. Ok, donc capable d'étudier la situation actuelle en prenant tous les éléments des nains et naîtres. Alors deuxième compétence à développer pour devenir un beau trader, pour devenir meilleur dans son trading, c'est les stratèges. Donc c'est la deuxième lettre de la méthode ASTG. Donc les stratèges va donc se forger une conviction. Bien sûr, un analyste peut avoir des scénarios, un scénario aussi un scénario baissier, mais la différence commence à se voir quand on part à la stratégie. Pour la stratégie, vous devez privilégier une seule direction. Parce que l'analyse, c'est très simple. Tu peux par exemple, tu as des scénarios. Et si le scénario A ne se réalise pas, le scénario B se réalisera. Ok. Et la stratégie, les stratèges, lui, il va avoir une seule direction. Il va donc transformer ces plusieurs directions, ces bidirections, parce que le marché peut monter, le marché peut baisser, ou soit le marché monte, soit le marché baisse, en une seule direction. Je suis convaincu que le marché va monter. Je suis convaincu que le marché va baisser. Alors, forger une conviction, c'est, par exemple, ça peut être des descenses des unités de temps inférieures. Tu as par exemple ton unité de temps H4 pour ton analyse. Tu peux baisser ces unités de temps inférieures pour regarder quelle est la direction du marché où il y a le plus de probabilités, où il y a plus de probabilités que le marché part. Deuxième chose que les stratèges doivent faire, c'est qu'il doit élaborer un plan de trade. Et c'est là que le plan de trade va commencer. Je vais donc entrer ici, je vais sortir là. Et quel est le potentiel de l'opportunité? Quel est le potentiel du trade? Il doit aussi trouver une stratégie appropriée au marché. Oui, il y a des moments où on va jouer des stratégies de contre-tendance, des stratégies suivies de tendance, des stratégies de retournement. Il y a plein de stratégies derrière. Les stratégies donc étudier quelle stratégie qu'on va jouer. Parce qu'en spéculation, il faut savoir quelle stratégie on va jouer dépendamment de ce qu'on a en termes d'analyse. Et puis, le dernier élément que les stratèges doivent étudier, c'est la volatilité. Il doit aussi étudier quelle est la volatilité du marché. Est-ce que dans quelques minutes, dans quelques heures, il va avoir une news qui va tomber? Est-ce qu'il va y apporter énormément de volatilité? Est-ce que c'est une news à fort impact? Tous ces éléments-là, les stratèges doivent les étudier. Par exemple, une ouverture des bourses. Parce que quand il y a une ouverture des bourses, il y a les volumes qui sont échangés et les marchés peuvent être nerveux. Les stratèges vont analyser tous ces éléments-là. Et tout ça, ça représente 25% de la compétence globale. Donc, si tu es un bon analyste fondamental ou un bon analyste technique, c'est pas suffisant. En devenant un bon stratège, tu débloques 25% de la compétence globale. Être un bon stratège, c'est mieux qu'être un bon analyste. Ok. Donc, troisième compétence à développer, c'est les risques managers. Oui, il faut savoir bien calculer sa position, il faut savoir bien gérer son risque. C'est pas parce que si 80% de traders perdent, c'est parce qu'ils ne savent pas bien gérer les risques. Toutes les opportunités, elles sont, voilà, alors, vous devez être capable de calculer les risques par trade, ok? Les risques par trade, les risques par opportunité. Vous êtes capable de calculer les risques, les limites maximum de risques, par exemple par jour, par semaine ou par mois. Vous devez être capable de calculer, d'adopter les risques à l'opportunité, parce que chaque opportunité, elle est unique. Comment est-ce que vous êtes capable d'adopter les risques à l'opportunité? Vous devez aussi être capable d'adopter les risques aux conditions de marché. Si par exemple les marchés deviennent, vous tradez des tendances et que les marchés sont en range, vous devez adapter votre risque. Vous devez aussi adapter les risques aux conditions de marché. Vous devez adapter votre risque aux conditions de marché et à l'état du trader. Donc si vous n'êtes pas bon état pour trader, alors réduisez votre risque. Être capable de faire ça, ça représente environ aussi 25%. Alors être un bon risque manager, ça va calculer les risques par trade, calculer les limites des risques, parce qu'il faut savoir les limites des risques, parce que la plupart des personnes perdent parce qu'ils n'ont pas de limite, et leur limite c'est cramer leur compte. Par exemple, si tu perds 1% par jour, tu t'arrêtes. Si tu perds par exemple 2% par jour ou par 1% par session, 2% par jour, tu t'arrêtes. Si tu perds par exemple 2% par semaine, tu t'arrêtes. Si tu perds 4% par mois, tu t'arrêtes. Savoir s'arrêter, c'est très important. Les marchés, ça paye, mais pas tout le temps. Et ça, il faut le savoir. Il y a la plupart de personnes qui ne comprennent pas ça. Il se faut laver par les marchés. Donc, adapter aussi les risques par opportunité. Chaque opportunité, les opportunités, elles sont différentes. Avec un peu de maturité, je pense, et avec un peu d'expérience, vous allez le comprendre. Chaque opportunité est différente parce qu'elle est mise dans un contexte différent. Parce que cette approche, la méthode ASTG, n'est pas une méthode basée unique. Ce n'est pas une méthode mécanique basée uniquement sur un setup. C'est une méthode contextuelle, une approche contextuelle. On analyse les contextes et puis on prend les trades setup. Tout ça, toutes ces compétences-là, être capable aussi d'adopter les risques aux conditions de marché et à l'état du trader, ça représente 25% de la compétence globale. Plus important qu'est devenir un bon analyste. Arrêtez de vous embrouiller à être un bon analyste fondamental et qui dit toutes les macroéconomies. Ça ne sert à rien. Ce qui est plus important, c'est être un bon risque manager, être un bon stratège, développer la compétence d'être un bon stratège, développer la compétence d'être un bon risque manager. Même une analyse simple, technique, elle peut passer parce que ça ne représente que 12,5% de la compétence globale. Et la part la plus importante, vous l'avez remarqué, cette partie jaune, c'est les techniciens. Les techniciens, c'est celui qu'on va appeler les traders par défaut parce que c'est lui qui va placer des positions à l'achat ou à la vente. Alors, le trader va faire quoi? Le trader, il va exécuter des trades. Oui, avoir une analyse, une stratégie et une bonne gestion de risque, mais s'il n'exécute pas derrière, ça n'a aucun sens.
Il faut entrer dans le marché pour gagner. Alors, les traders ou les techniciens, ils vont donc exécuter des trades. Pour exécuter des trades, il faut avoir un trade setup qui a un avantage, qui te donne un avantage, qui maximise les probabilités que les marchés partent dans ta direction et minimise les probabilités que les marchés touchent tout. Putain. Et minimise les probabilités que les marchés touchent ton stop loss. Donc c'est comme ça qu'on fait. Parce que si tu trades des setups de trading qui n'ont aucun avantage, prouvé d'ailleurs, parce que moi personnellement j'ai déjà backtesté mon système, ma méthode sur plus de 200 trades et il est profitable. Parce qu'on le sait, quand tu backtestes ton système, c'est plus de 200 trades et il est profitable, c'est pas de la chance, Parce que 200 trades c'est beaucoup de données, sachant qu'on prend entre 60 et 100 trades par année. Donc c'est environ un peu moins de 2 ans et demi des données. Après, voilà, environ 2 ans de données. L'autre chose, c'est que les techniciens, il va donc développer aussi des qualités. Comme par exemple, les qualités les plus importantes à mon sens, c'est la discipline, la patience et la rigueur. La rigueur, c'est être capable d'exécuter son plan à la lettre, de prendre des setups A+, de prendre uniquement que des setups A+. Les setups qui ne sont pas très propres ou les règles ne sont pas très réunies, on ne les prend pas. Donc en respectant ça, avec rigueur, il n'y a aucune raison, si tu as backtesté ta stratégie que tu trouves qu'il a un avantage, de ne pas être profitable. C'est mécanique au fait. Les techniciens, ils doivent être capables, parmi les qualités à développer, il y a aussi la patience. Il faut être patient. Même si le marché fait une semaine sans opportunité, attends que les meilleures opportunités arrivent. Les opportunités de qualité. Être patient, ça t'éliminera. Donc ça fera premièrement que tu ne fais pas d'overtrading. Donc les problèmes d'overtrading, tu n'entendras jamais parler. Et les dernières compétences à développer, ou les dernières qualités à développer, c'est la discipline. Par exemple, si tu es en day trading, il faut être là tous les jours pour saisir les bonnes opportunités. L'autre chose, c'est que les techniciens ou les traders doivent savoir contrôler ses émotions. Après une série de pertes, il faut savoir garder la tête froide. Et c'est ça le plus difficile, mais c'est une compétence à développer. C'est pas quelque chose qu'on va t'apprendre, que tu vas apprendre dans une vidéo YouTube, dans une formation. Tu vas le développer. Bien sûr, on te montre comment faire, mais c'est à toi de le développer. Et l'autre chose, c'est maîtriser son comportement. Si tu es encore ce trader colérique, quand il fait une perte, il est en colère et il ne parle pas à sa femme, tu n'as pas les qualités nécessaires pour devenir un beau trader. Tu dois savoir maîtriser ton comportement. Être un trader, c'est être stoïque. Être un trader, c'est avoir la tête froide. Être un trader, on trade avec l'argent. On a besoin de l'argent. Donc, on travaille. Notre matière première, c'est l'argent. Alors, il faut être en l'aise avec l'argent. Il faut être en l'aise à l'idée d'en perdre un peu. Parce que vous allez en perdre un peu, vous allez en gagner, etc. Vous ne pouvez pas avoir une méthode qui a 100% de réussite. Donc, ça veut dire que vous allez avoir des trades perdants, mais les trades gagnants vont compenser vos trades perdants. Et c'est comme ça que ça évolue. Et à la fin de l'année, vous allez avoir des résultats positifs. Alors, ne prenez pas une stratégie qui a un taux de réussite de 80% à l'année. Il y a 20% de trades perdants. Donc 20 trades perdants par exemple sur 100, dans 100, mais la plupart des personnes vont prendre ces trades personnellement. Ces personnes-là n'ont pas les qualités nécessaires pour devenir un trader. Voilà les qualités à développer. Donc la compétence des techniciens représente 37,5% de la compétence globale. D'être capable d'exécuter correctement, avec discipline, être capable d'être patient, rigoureux et discipliné, donc développer des qualités, contrôler ses émotions et maîtriser son comportement, ce sont là les compétences à développer, donc représentent 37,5% de la compétence globale du trader. Voilà la méthode ASTG. Donc dès aujourd'hui, arrêtez de chercher la technique miracle. Commencez à développer des compétences. Devenez un bon analyste. Devenez un bon stratège, devenez un bon technicien et devenez un bon risque manager. Maintenant, dans la prochaine partie, je vais essayer de vous montrer comment est-ce que moi, personnellement, j'applique la méthode ASTG dans mon trading, dans mon day trading. Parce que je fais aussi du swing trading en parallèle. Alors, on va prendre des exemples simples et des trades qu'on a pris le mois dernier, parce que je ne vais pas aller 10 ans en arrière pour vous montrer des choses qui ont fonctionné juste une fois dans le passé. Je vais prendre les trades des mois derniers. Ce mois-ci, on est au mois de mai, donc je vais prendre les trades du mois d'avril. Voilà. Alors, premièrement, on va commencer par l'analyse. Notre analyse, nous, elle est simple et basique. Donc, je l'ai appris, je vous l'ai montré dans une de mes vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne, qui s'appelle Apprendre l'analyse technique grâce à la LS Market Theory. Alors, ça va être simple. Premièrement, ce qu'on cherche, nous, à trader, c'est avoir une structure claire. Par exemple, ici, quand le marché a cassé ses plus hauts ici, par ici, donc par ici, on a vu le marché qui a cassé ce plus haut avec une impulsion. Ok, ça, c'est une impulsion. Tout ça est expliqué dans la LS Market Theory. De façon simple
simple délire graphique. Donc on voit une impulsion ici, on voit le marché qui casse une structure baissière. On avait une structure baissière ici qui a été cassée à partir d'ici. Donc la théorie d'eau elle est validée. On est dans une tendance haussière. Et là maintenant on a une pause, on a une correction qui est un tout petit peu longue dans le temps. Ok, c'est pas trop long dans le temps, mais quand même c'est assez suffisant, c'est assez suffisamment long dans le temps. Et pour moi, ce genre de contexte, c'est que je cherche une date inférieure. Je sais directement qu'à partir du H4 ici, c'est que H1, je peux avoir un range. Et moi, l'une de nos stratégies qu'on exploite dans la LS méthode, c'est la sortie de range. Et c'est ce qu'on a vu ici. Donc là, c'est l'idée de H1. Donc après l'analyse, je sais que j'ai mon biais directionnel. Après la caissière ici, mon biais il est acheteur. Mon scénario, ce que le marché monte, et part chercher les niveaux des 1,35. Ok, 1,35 c'est un niveau de chiffre rond. Mais j'ai dit attention, il y a deux niveaux aussi ici. Je pense que ça c'était le plus haut du mois de mars, donc du mois de janvier pardon. Et là on avait le plus haut du mois de février. Donc j'avais deux petits niveaux ici qui étaient ici. Et je me disais bah tiens ok, je vais faire attention à ces deux niveaux. Mais mon scénario c'est que vu qu'on est dans une tendance haussière et qu'on a une impulsion ici, on aura une impulsion qui va quand même au moins aller chercher le plus haut. Donc on va continuer à faire des sommets de plus en plus hauts. Bête mais efficace. Et puis j'avais regardé aussi les contextes du calendrier économique, on l'a vu. Il faut savoir analyser les contextes où étudier l'état du marché. Donc là on a analysé les calendriers économiques, c'était le 10 avril, les trades. On avait les co-CPI qui allaient tomber, donc les co-CPI et les CPI mois après mois et les co-CPI année après année. Et puis, dépendamment des attentes du marché, on avait le marché qui attendait 1% des hausses sur l'inflation, alors que précédemment, on était à 0,3. Donc là, c'est l'inflation mois après mois. Donc, on anticipait une augmentation de l'inflation de 1%. Et là, on voulait que les taux d'inflation annuels passent de 2,4 à 3,4, soit une augmentation de 1 point de base. Et ça, c'était vraiment une attente vraiment énorme. On n'a jamais eu d'attente aussi énorme que ça. Maintenant, sur l'unité H1, on avait ça. Donc, dépendamment de ce qu'on avait ici, on a eu cette partie basse, cette partie haute, et à partir de ces deux là, je peux déjà tracer ma borne haute et ma borne basse du range. Et moi, nous, ce qu'on aime dans la LS méthode, c'est que le marché vient rebondir dans les nuages Kumo. Donc les trucs bleus ici, on appelle ça les nuages Kumo. Donc le marché vient rebondir une fois dans les nuages Kumo, on a une borne haute, on a une borne basse qui comprime la volatilité. On sait que là, il va y avoir la volatilité donc il va y avoir du volume qui va arriver. Voilà, parce que moi, je trade l'ouverture de la bourse de Londres, l'ouverture de la bourse de Londres le matin. Donc on attendait qu'à l'ouverture de la bourse de Londres, il y aura beaucoup de volume qui va arriver sur le marché et on va aller chercher les niveaux ici, donc la fin de notre scénario, les niveaux de 1,36, les niveaux de 1,35 sur l'euro-dollar. Qu'est-ce qui s'est passé après? Alors, ce qu'on analyse aussi, c'est les sentiments de marché, parce que l'analyse, donc nous on fait l'analyse technique et on fait l'analyse comportementale. Dans notre analyse comportementale, bien sûr, on peut voir beaucoup d'éléments de l'analyse comportementale, comme les ouvertures des bourses, les sentiments de marché, les saisonnalités. C'est des formes d'analyse fondamentale. Ou regardez les COT, les Commitment of Traders, pour regarder un peu le positionnement des différents acteurs du marché, des différents participants. Mais moi, ce que j'aime regarder, c'est regarder les sentiments retail. Comment est-ce que les retail sont positionnés? Et on sait que 80% d'entre eux perdent. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder cet indicateur comme un indicateur contrariant. Donc, ça veut dire que s'il y a plus de traders retail à l'achat, nous, si on essaie d'acheter, alors on est faux. Bon, pas qu'on va y aller, mais on va y aller avec modération. En fait, une analyse ne peut pas s'interposer à ton trade. Si tu as un trade qui est exécuter, essaie d'étudier dans quel contexte il a placé. Ce que tu peux faire c'est pas de mettre les trades de côté. Non, c'est peut-être réduire ton risque. Parce que en réduisant ton risque, sur des trades à faible probabilité, tu vas avoir un equity curve qui va exploser, c'est automatique. Peut-être que je vais vous faire une autre vidéo pour vous expliquer, pour entrer en détail. Alors, ce qu'on a vu sur les sentiments retail, ce qu'on voit que on aura les données de la plupart des brokers. Voilà. Soit on va avoir un KBO ou on va avoir un KBO T1. Okay, donc, on le connaît grâce à un temps stratégique. Et là, on a une belle exécution. On avait tout le qui était réuni. On avait Ikatana, on était au-dessus du point pivot. On avait la Shiku qui était sortie. On avait ici aussi les prix qui étaient sortis. En fait, tu n'as pas besoin de regarder toutes ces règles. Elle se met spontanément directement. Okay, donc, elles se réunissent. Et à ce moment-là, on a beaucoup plus de probabilités que les marchés partent dans notre direction que les marchés partent dans notre direction, que les marchés partent toucher notre stop loss qui est à ce niveau ici. Et avant d'exécuter, on a un beau risque manager, on calcule notre risque. On sera sûr que la distance entre ici et là nous prennent uniquement que les Pmax. Les Pmax, c'est le total de pourcentage qu'on est prêt à perdre sur une opportunité. Si par exemple tu as un capital de 25 000 $, tu ne peux pas perdre plus de $250, soit 1%. En tout cas, si c'est ton aversion au risque,
C'est cette opportunité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On avait le marché qui a explosé. Ok, nous, ce qu'on fait dans notre méthode, dans la LS méthode, c'est qu'on fait ce qu'on appelle pas la neutralisation à R1, mais le décalage du stop loss à R1. Donc, avant que les marchés touchent notre R1, on garde notre stop loss tel quel. Et une fois que les marchés touchent les plus en R, on peut maintenant remonter les stop loss au-dessus et les coller sur le niveau de Kijun. Donc, c'est un système dans lequel il y a tout. J'ai l'impression qu'on aime Ishimoku parce que c'est un système qui nous complète, au fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu les CPI. Vous vous souvenez au début de la vidéo, donc au début du trade, je vous ai montré qu'on a regardé le calendrier économique et on voit que les CPI allaient tomber. Les CPI d'État étaient tombés et ce qui s'est passé, c'est que dans la plupart des situations d'ailleurs, les trades, donc le CPI est allé dans notre direction. Bien sûr, on n'a pas essayé de trader les news. La CPI est allée dans notre direction. D'ailleurs, moi, je pensais que les CPI va être très volatile parce qu'il va aller toucher mon 1,35 rapidement et que je vais sortir rapidement du trade. Mais les réactions de CPI, c'était juste ça. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé après? Donc, voilà, on avait une détente stratégique aussi, le marché en train de monter. Par la suite, on a eu ça. Donc, on commençait à remonter à chaque fois notre stop loss en le collant sur la Kijun. C'est ce qu'on appelle les cadrages B. Ok, les cadrages dynamiques, c'est aussi une notion que j'enseigne en entier dans mon livre, Les guides ultimes des traders pro, un livre de 400 pages que vous pouvez avoir accès pour juste $40. Donc, et accès à toutes mes connaissances qu'on enseigne dans un seul bouquin pour juste $40. Okay. Donc le lien en description. Là, j'avais remonté mon stop loss à ce niveau ici. Donc on voit que voilà, j'ai décidé donc de clôturer ma position ici parce qu'elle avait beaucoup duré dans le temps. Donc pour moi, à chaque fois qu'à 19h arrive et que je suis encore dans un day trade, je les coupe directement. J'ai coupé la position ici et j'ai clôturé le trade avec le plus 1.3 R de profit. Attention, c'est pas un cas isolé, c'est ma façon de trader depuis plus de 3 ans. Et un autre exemple, le deuxième exemple, c'est celui-là, toujours le mois d'avril, c'était le 29 avril, même chose, même procédé, même contexte. C'est la plupart des personnes perdent parce qu'ils ont une méthode qui n'est pas répétable. Avoir une méthode qui est robuste, c'est une méthode qui est typée répétée dans le temps. Une méthode qui met les probabilités de ton côté. Le trading, c'est une affaire de probabilité. Alors, pour avoir les mêmes probabilités, il faut prendre le même trade, les trades qui se ressemblent, une méthode répétable. Ok? Donc, même chose, même contexte. Là, on a les H4, on a une impulsion, une correction, une impulsion, une correction. Une impulsion ici, alors, ça c'est une impulsion, donc un mouvement impulsif, ça veut dire qu'il y a du volume qui entre à la vente. On voit du volume, on veut du volume. Parce que quand il fait des suivis de tendance, il faut avoir du volume derrière. Et avoir du volume H4, le volume H4, c'est pas la même. Avoir du volume H4, ça n'a pas le même poids qu'avoir du volume H1, M1 pardon, ou M5 ou M15, tu vois. Ça n'a, voilà. Et c'est ça les buts de l'analyse. Et là, ce qu'on avait, c'est que le marché avait cassé les 1,36, donc les 4600, c'est un niveau différent encore une fois sur les gold. Et moi, ce que je cherchais, c'est que le marché part chercher les 4500. Bien sûr, je n'ai pas mis le niveau ici, mais je voulais que le marché part chercher les 4500. Ça, c'est les tétans d'analyse. Et les tétans stratégiques, c'est la même chose. Là, j'avais ce que j'appelle une stratégie suivie de tendance. Donc, on voit une impulsion de marché, on voit une correction qui fait rebondir dans les nuages KSTS. Les nuages KSTS, c'est les nuages, donc c'est la zone entre le niveau bleu et le niveau rouge. Bien sûr, le but de la vidéo, c'est pas de t'expliquer toutes ces stratégies, je l'explique très bien. Alors là, quand on voit le marché rebondir dans les nuages KSTS, là, directement, on sait qu'à court terme, il y a une opportunité. En fait, on ne cherche pas des opportunités à M15. On analyse d'abord les H4, puis on regarde les H1, qui ont été des temps stratégiques, et on s'est dit, bah tiens, aujourd'hui, il peut y avoir une opportunité. Puis on essaie de regarder quel est le contexte d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est à journée bank holiday, en regardant les calendriers économiques? Est-ce qu'il y a de la volatilité? Est-ce qu'il y a du volume? Est-ce qu'on est lundi? Est-ce qu'on est vendredi? Est-ce qu'on est mercredi? Etc., etc. Tous ces éléments-là te permettent d'être un beau stratège. Parce qu'une stratégie, être un beau stratège, c'est être capable de prendre tous les éléments qui maximisent ton espérance des gains. Alors, j'avais aussi analysé les daily, donc j'avais jeté un petit coup d'œil sur les daily. J'ai peut-être rendu compte que, voilà, là on avait une impulsion haussière, et là on était dans une correction. Bien sûr, je jouais une tendance baissière H4, parce que moi la tendance qui m'intéresse, c'est la tendance H4. La tendance daily, elle ne m'intéresse pas, parce que je vais faire des day trading. On peut avoir une tendance haussière daily, mais on peut avoir de belles bougies daily qui sont baissiers et qui présentent de belles opportunités. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance H4. Si la tendance daily, elle est haussier, mais que la tendance H4, elle est baissier, je vais suivre la tendance H4 parce que je vais, dépendamment de mon style, je vais faire du day trading, je vais jouer des petits mouvements qui ne vont même pas durer toute une journée. Et là, moi, ce que j'attendais, mon scénario, c'était que les marchés baissent et cherchent les 45 000. Okay, on avait cassé les 46 000 et moi, je voulais que le marché baisse, cherche les 45 000
Et s'il part en dessous, on part chercher les niveaux de 50% de Fibonacci. Donc entre ces niveaux ici, et ce niveau, c'est plus bas et c'est plus haut, je vais placer mon niveau de Fibonacci et je me disais, bah tiens, ok, si le marché casse les 45 000, je peux potentiellement aller chercher ici. Maintenant, côté stratégie, donc une tête en stratégique, c'est la même chose. J'avais une stratégie suivi de tendance. Dans une stratégie suivi de tendance, on sait qu'il y a deux setups possibles, soit un Kumo pullback, soit un Kumo pullback type 1. Et qu'est-ce qu'on a vu? On ne peut pas avoir un Kumo breakout dans une stratégie des suivis de tendance. Donc là, c'est mon indicateur sentiment de marché. Et là, en fait, on voit que c'est catégoriquement puissant. Là, j'ai pas mis 0,8 de Pmax, mais j'ai mis 1 de Pmax. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, chez tous les brokers, d'ailleurs même si on regarde la moyenne, on regarde uniquement la moyenne, quand on regarde la moyenne chez tous les brokers, on a 25 traders à la vente, 25 traders à la vente et 74 traders à l'achat. Quand on voit la proportion entre les vendeurs et les acheteurs, nous on a un biais vendeur. Dépendamment de notre analyse H4, on a vu une tendance H4 qui était baissière et on voyait énormément de volume qui était à la vente, donc qui balayait tous les traders retail. Et on voit ici que 74,18% d'entre eux, ils sont en train vraiment d'être balayés. On est vraiment dans un bon contexte parce que savez que la plupart des traders retail perdent et quand le marché est bien dynamisé, il va balayer la plupart de ces traders qui sont à l'achat. On voit que 74% de traders retail sont à l'achat et 25% uniquement sont à la vente. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est juste faire partie de la minorité. Donc, ça nous montre un petit flèche ici pour nous montrer notre biais. Et là, j'ai mis un Pmax sur la position. Donc, si je laisse 1% par trade, je mets les total 1%. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'étais à risque plan. On avait donc l'exécution qui était ici, un setup qui était clair. Donc là on a ce qu'on appelle un KBO-T1. Ok, un KBO-T1 parce que voilà, la Chikou n'a pas traversé le Kumo, donc elle est restée dans le Kumo. Ok, donc là, les prix ont essayé de tenter de faire une fausse cassure par les hauts du Kumo, mais la Chikou ne sort pas. Ça, c'est ce qu'on appelle un KBO-T1. Si c'est pas ça, c'est autre chose. Alors là, il y a donc la sortie qui est ici, qui est propre. Il y a une katana. Donc la première sortie, c'est celle qu'on trade. La première sortie qui est validée par la première validation de Chikou, c'est là où on va entrer. Les stop loss, on va le cacher derrière la Kijun parce que la Kijun, c'est une ligne qui, si le marché est au-dessus, on est haussier. Si le marché est en dessous, on est baissier. Et si le marché casse la Kijun par les hauts, ça invalide le scénario parce qu'il faut toujours cacher son stop loss derrière l'invalidation de son scénario. Si on veut trader une dynamique baissière, parce qu'on est à l'ouverture des bourses, on va trader l'arrivée de volume. Par contre, si les volumes arrivent et qu'ils cassent en Kijun de notre dynamique à moyen terme, alors là, c'est plus la peine d'entrer dans le trade. Donc, on met notre stop loss à un endroit qui invalide notre scénario, invalide notre idée. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a vu le marché qui a essayé de baisser, puis il est remonté comme ça. On avait toujours notre stop loss qui était là, parce qu'il a une règle clé des bases dans notre gestion de risque, dans notre gestion de trade, c'est que quand le marché ne touche pas le plus 1R, on ne décale pas notre stop loss, on le laisse tel quel. Et là, on a vu, le marché est venu taper les plus 1R, donc la petite barre verte ici que j'ai mis sur mon graphique. Une fois que le marché a tapé à cette petite barre verte, je vais donc décaler mon stop loss de là jusqu'ici. Donc ça veut dire que je réduis mon risque, ok? Je réduis mon R, donc les R que j'avais sur la table, les plus 1R, les 1R que j'avais sur la table, je les réduis. Et là, j'emmène sur la table un risque qui est en dessous de moins 0,5. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a vu un marché qui a rebondi. Pour la plupart des personnes, ils paniquent. Et la phrase que j'ai dit tout le temps, c'est qu'on ne traite pas en chart, on traite un système. Donc quand tu vois le marché qui rebondit comme ça, tu te dis, bah tiens, ok, est-ce que ça respecte mon plan ou pas? Les graphiques, tu t'en fous. Tu vas trader, c'est le système. Mon système me dit de mettre mon stop loss ici, tu les mets ici et tu ne fais rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la plupart des personnes ici auraient paniqué, ils disent, bah tiens, ok, ça va aller toucher mon stop loss, je vais prendre mon petit profit. C'est une erreur monumentale parce que derrière, paf, on a eu ça, donc le marché a explosé à la baisse, donc elle n'a pas touché, parce que la Kijun ici, elle va protéger ma dynamique, elle va protéger ma tendance. Je vois la plupart des traders qui vont vous montrer des setups. Tu entres à la vente ici, par exemple, les trades partent comme ça, puis 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 touche ton TP. Gère des systèmes, elles sont stressants, ok? Gère des systèmes, fouillez-les. Un beau système, et l'autre te permet donc d'entrer dans le marché et de gérer correctement ton trade, gérer correctement ton risque. Donc là, on a vu le trade qui a explosé. Il nous a donné ici peut-être plus 3R des profits à ce niveau ici. Mais notre système nous disait quoi? De suivre, parce que ça, c'est ce qu'on appelle les cadrages B. Donc on suit la Kijun. Au fur et à mesure que la Kijun baisse, on manage notre risque. Okay, et c'est pour cette raison que Ichimoku est puissant. La plupart des personnes vont dire, tiens, le price action, c'est bien, mais on n'avait jamais goûté à Ichimoku. Et voir vraiment la beauté, et voir vraiment ce qu'elle peut te permettre de faire. Donc,
ici, on a ce niveau-là. Donc, on a baissé donc notre stop loss à ce niveau-là. Là, c'est plus un stop loss et un stop loss, mais c'est un stop win. Donc, c'est un stop loss, oui, mais si on le déclenche, notre scénario, il est invalidé, mais on gagne de l'argent. Donc, on gagne de l'argent même en ayant tort. Parce que notre scénario, c'est aller chercher les 25 000. C'est le scénario qu'on avait. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, le stop loss, il a été touché. J'aurais aimé vous présenter des trades avec des TP, ça aurait été cool. Mais chaque mois, c'est pas la même chose. Et les mois derniers, on n'a pas eu beaucoup de TP, mais quand même, on a gagné de l'argent. On a été positif. Et c'est ça le plus important. Le but n'est pas d'avoir des TP tout le temps. Parce que vous n'en aurez pas tout le temps. Ok? Être un bon trader, c'est avoir géré toutes ces situations difficiles. Être un bon trader, c'est développer de compétences. Être un bon trader, c'est pas juste apprendre des choses, une technique qui va s'appliquer seule. Être un trader, c'est développer des compétences. Ça viendra dans le temps, mais si vous vous abonnez à cette chaîne, je donnerai tout ce que je peux et chaque semaine, je publie une vidéo. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez votre plus beau pouce bleu et je vous conseille de regarder la vidéo qui va s'afficher sur l'écran. Il y a plein de valeurs ajoutées. Donc moi, je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Ciao.